nouveau Jungle Fight, l'émission de prévention de lutte contre le sida, avec Anna Huprel. Bonjour Anna, ça va? Bonsoir, on a l'air très bien, merci. T'as la forme, tout va bien? Bah, tout va bien. On t'a fait des compliments sur tes lunettes tout à l'heure. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. J'attendais que la télé arrive pour mettre mes lunettes. Et ben voilà, il y a Hervé Esbach, toujours là mon cher Hervé. Bonsoir. Coordinateur de Fight, ça va bien Hervé? Toujours, ouais. très bien, oui. Et une très grande animatrice qui est avec nous, la princesse Stéphanie. Ouais. On est content de vous avoir Stéphanie, vraiment. Bonsoir Altesse, ça va bien? Très bien, et vous, monsieur Malher? Écoute, le monsieur Malher, il va très très bien. On a beaucoup de choses à se dire et à se raconter ce soir. Sachant qu'il n'y a pas eu d'émission pendant 2 mois, hein, avec on va dire de belles choses sur le cirque cette année. Le cirque qui s'est passé à Fontvieille, sous le chapiteau. Oui. Voilà. C'était fin janvier. Mais tu as reçu le lauréat du Clown d'Or. Bellonoc, ouais, complètement fou. Ouais, je l'ai appelé. Tu t'en es jamais remis, hein? Oui, il a des grands cheveux comme ça. Je l'ai appelé Désirless toute la soirée. D'ailleurs, il voudrait se coiffer pareil, mais bon, il peut pas avec le casque. Non, c'est avec les cheveux. Il lui manque un peu de cheveux. Non, ils veulent plus aller jusqu'en haut comme ça. Orange, ça tirait bien aussi, je trouve, la couleur. Je vais mettre les cheveux orange, d'accord? Ouais, D'accord, c'est compris. Bon, orange, on fait comme ça. Et on peut saluer nos amis de Monaco Info qui sont déplacés pour nous filmer. Oui, et qui nous chauffe bien le truc. Ils Hein. nous On chauffent, sent que c'est chaud. l'ambiance, ouais. C'est vachement bien. Et on a bien sûr nos amis du lycée technique de Monaco, lycée technique hôtelier. 3 jeunes filles et 2 très beaux garçons. Ça va bien, vous êtes en forme là? Oui. D'accord, ok. Bien. Et Tu leur fais peur? Bah ouais, je sais bien. Même les vieilles aussi, elles veulent pas. Oh, c'est terrible. C'est incroyable. On a avec nous Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Bonsoir. Alors devant le micro, mon petit. Ouais. C'est devant le micro comme ça. Oui. Ah ouais, je sais bien que t'es directrice de la communication d'une grande entreprise. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, devant le micro, s'il te plaît. T'as une question à nous poser? Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui. Bon, on peut commencer en fait cette émission. J'ai une question évidemment à poser. Décontractée, hein. Tout va bien. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais revenir à sur les années 80 en fait, période pendant laquelle on associait les premiers cas du SIDA à un gay syndrome en fait. C'est-à-dire qu'on associait cette maladie, donc effectivement, à la fois à la communauté homosexuelle et aux toxicomanes. Oui. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'il y a une réelle évolution des connaissances et des mentalités 30 ans après? Un peu, oui. Je veux l'espérer. Je crois que non. Il y a des gens qui sont restés bloqués aussi avec ces idées reçues, et qui ont un besoin d'associer forcément le sida à des groupes, les groupes à risque et des choses. Alors que maintenant, je veux dire, on a les preuves, c'est loin d'être le cas. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas, donc il fallait bien trouver des responsables, une raison, montrer du doigt quelqu'un. Mais je crois que maintenant, les gens, même si c'est plus vraiment des groupes à risque ou les toxicomanes ou le monde gay, les gens se trouvent forcément un moyen pour discriminer, pour rejeter ce qui fait peur. Et d'où, en fait, c'est un cercle vicieux, puisque une mauvaise information, une mauvaise écoute des informations qu'on peut leur donner ou auxquelles ils ont accès engendre la peur, parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Et donc, c'est un cercle vicieux, et c'est ça qu'il faut essayer de changer. Mais bon, après, les gens, on peut leur donner tous les messages qu'on veut, les informer, essayer d'expliquer plein de choses sur le VIH, mais ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qui les rassure et ce qui leur permet d'occulter le problème et de faire peut-être un retour sur eux-mêmes et une introspection, de voir si eux sont mis en danger ou ont mis en danger quelqu'un d'autre, ont eu un comportement à risque. Donc c'est vrai que ça touche l'intimité, cette maladie, et donc c'est là que c'est difficile de faire de la prévention et de l'information, parce que les gens n'ont pas forcément envie de faire un travail sur soi et de regarder sur leur parcours. Oui, tout à fait. Et justement, là-dessus, le fait de devoir faire un travail sur soi, finalement, est-ce que ça n'engendre pas un certain tabou, notamment dans la relation, par exemple, parent-enfant? Parce que parler de la prévention avec son enfant, c'est aussi pouvoir ou être capable, être en mesure de parler de sa propre sexualité. Et est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des évolutions ou pas? Et votre avis en tant que maman aussi? En tant que maman, je crois qu'avant tout, il faut accompagner son enfant. Et je crois que l'adolescence, où on se cherche, où on découvre la vie, on découvre le monde adulte. Donc déjà maintenant, avec l'accès à l'information qu'ont les jeunes
et ils grandissent beaucoup plus vite, donc il faut être là. Et je crois que le rôle d'un parent, c'est pas parce qu'un enfant est autonome, il peut se réchauffer quelque chose au micro-ondes ou prendre le bus tout seul, rentrer du collège, qu'il a plus besoin de nous. Bien au contraire, je pense qu'il a encore plus besoin de nous en tant que parents, de nos expériences bonnes ou mauvaises qu'on a pu avoir dans notre vie de jeune adulte. Même si les temps ne sont pas les mêmes, les expériences, les souffrances, les dangers sont les mêmes. Et donc, je pense qu'il ne faut pas réprimander. Et je pense qu'il y a trop de parents qui oublient qu'ils ont été jeunes et que leurs enfants ne sont pas tous arrivés par l'opération du Saint-Esprit. Donc, ils ont eu aussi une vie amoureuse avant le mariage, je pense. Et donc, ils oublient tout ça et veulent justement montrer qu'ils sont parfaits. Mais personne n'est parfait. Et tout le monde est passé par des questionnements, par des choses. Et je crois que, voilà, il faut un peu plus de compassion. Alors, on dit, oui, mais il ne veut pas en parler. Oui, mais bon, si on dit que c'est sale, que c'est interdit, que la sexualité, c'est pas bien, mais non, c'est la découverte de soi, de l'autre, et c'est la vie, c'est le cours naturel de la vie. Et il y a tellement d'interdits et tellement de choses incertaines dans le monde qu'on propose aux jeunes aujourd'hui. Donc, je crois que s'ils peuvent s'aimer tranquillement, c'est déjà pas mal, quoi. Et donc, on est là pour ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des dangers maintenant. Et c'est leur santé. Comme on leur dit, oui, mets une écharpe quand il fait froid pour pas attraper mal à la gorge. Et ben voilà, si tu n'es pas sûr de quelqu'un ou voilà, c'est une première relation sexuelle, voilà, protège-toi comme tu mets un imperméable ou un blouson ou un casque sur ton scooter. Il faut prendre ça de la même manière. On exige qu'ils aient un casque en scooter, c'est pour se protéger. Donc, mets un préservatif pour te protéger. C'est vrai, mais il y a encore des préjugés, je trouve, notamment, par exemple, les jeunes filles. Une jeune fille qui a des préservatifs dans son sac, par exemple. Elle a bien raison. Elle a bien raison. Mais Elle va pas oser le proposer. Oui, soit elle n'osera pas le proposer, soit, ou alors il y aura encore cette inquiétude des mauvais jugements, en fait, hein, tout simplement, parce que certaines personnes pourront lui dire c'est pas bien une fille avoir des préservatifs, alors qu'effectivement. Je crois que quand on arrivera, au moment où les jeunes se disent t'as un préservatif sur toi, t'es cool, voilà, c'est que c'est à la mode et c'est bien et tu te prends en charge. Et le préservatif protège aussi. Moi, j'ai vu souvent avec les jeunes, ce qui fait plus peur. Bon, il y a le sida, c'est sûr. Il y a l'hépatite B qui est encore plus contaminante. Et par les contagieuse. Oui, c'est-à-dire que c'est des plus gros risques de contamination encore avec l'hépatite B qui se transmet de la même manière que le VIH, donc par les relations sexuelles. Et ça, il y a les traitements, il n'y a pas comme il y a pour le VIH. Je veux dire, c'est assez drastique comme maladie, et on souffre aussi énormément. Mais les jeunes, ils réagissent plus à l'idée de mettre un préservatif pour éviter une grossesse. Et ce qui paraît quand même sensé. Mais je mets un préservatif, oui, parce que je ne veux pas mettre la fille enceinte ou je ne veux pas tomber enceinte. Bon, je ne veux pas tomber enceinte. Il y a des contraceptifs, mais le préservatif, c'est très bien aussi. Mais c'est bizarre, la mentalité de leur propre santé, leur propre corps, d'être malade ou d'avoir des traitements. Ça leur fait moins peur que d'avoir une grossesse. Ouais, c'est fou. Et c'est fou d'avoir cette démarche. C'est une vieille maladie, le sida, alors, Hervé? Oui, c'est une vieille maladie. Oui, ça a à peu près 30 ans que c'est découvert. Moi, ce que je voulais dire, c'était l'importance, et c'est bien ce que dit la princesse, c'est une question d'éducation. Et je crois que les jeunes filles, si elles ont reçu cette éducation de la part de leurs parents, et c'est beaucoup plus en termes de... J'aime beaucoup quand vous parlez justement des métaphores par rapport à l'utilisation du préservatif. C'est pas forcément rentrer dans des détails de la sexualité, et certainement pas parler les parents n'ont pas à parler de leur sexualité, et c'est plus une question d'éducation et d'ouverture et de lever d'interdits, justement, enfin, ou sinon de lever, en tout cas de montrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et c'est ce qui va permettre aux jeunes d'assimiler ces questions-là et de peut-être pouvoir aller découvrir et utiliser le préservatif. Mais je pense que c'est notre rôle comme parents. Si les jeunes ou nos enfants ont honte d'aller acheter eux-mêmes le préservatif parce qu'ils le regardent, les gens, il y a les vieilles dans la pharmacie qui vont regarder de travers, ou la caissière qui va... Oui, mais bon, même dans les grandes villes, mais bon... Je pense que c'est le rôle des parents de faire en sorte qu'il y ait toujours des préservatifs quand on a des ados à la maison et de les avoir et qu'ils aient l'accès. Puis peu importe ce qu'ils font, moi, ils ont leur intimité. Voilà. Mais vous parlez d'éducation, c'est un mode éducatif, mais l'instruction dans tout ça, est-ce que les milieux les plus défavorisés se protègent plus ou moins par rapport au VIH ou pas ?
On sait que l'accès à la prévention ou à la santé est beaucoup plus difficile dans les milieux défavorisés. Plus le niveau social, enfin plus il y a des difficultés, on sait bien que ils vont peut-être mettre des priorités ailleurs avant, où ils ont d'autres soucis. Et des parents qui rament effectivement ou qui travaillent, qui sont peu à la maison, qui rentrent fatigués, sont peut-être moins disponibles pour leurs enfants. Donc ça, c'est pas sûr. Je suis d'accord dans l'autre sens. Je ne suis pas sûre du tout. Oui, vous voulez dire que par rapport à ceux qui ont les moyens et qui sont peut-être et qui s'occupent disponibles encore moins temps, de leurs enfants. Tout à fait. Mais je voulais répondre par rapport au milieu social et sur l'histoire de la disponibilité qui pouvait expliquer parce que c'était peut-être un petit peu plus la difficile. Connaissance du VIH, c'est un package quand même. Il faut savoir quand même 2-3 choses. Pourquoi se protéger je veux dire, évidemment que le préservatif doit devenir une évidence, mais il faut savoir aussi pourquoi on le porte, comment on le met. Mais je crois que c'est important ce que comme vous me repreniez, c'est que là, on ne fait pas de généralisation. Ça ne veut pas dire que les gens d'un milieu défavorisé ne vont pas se protéger ou n'ont pas reçu le message. Non, tout à fait. Mais là aussi, il y a des parents intelligents et des parents qui éduquent bien, sinon parfois mieux même leurs enfants. Mais je pense que c'est plus peut-être aux enfants et aux jeunes. C'est pour ça qu'il faut commencer la prévention, je pense, de plus en plus tôt. Même les premières années de collège, même voire les dernières années de primaire. Les enfants évoluent très vite et que ce soit les enfants qui éduquent peut-être les parents sur ces sujets-là et qui prennent sur eux-mêmes d'en parler. Et si on nous ouvre, association, plus les portes des écoles et collèges, peut-être qu'on peut plus faire d'informations et que les enfants rentrent le soir à la maison en disant tiens, on a eu la prévention sur le sida, et la conversation peut se lancer là-dessus si c'est normalisé déjà à l'école. Je pense que ça sera un cap, il sera passé. Et si on a des parents ouverts, on peut espérer que ça les sache en parler. On peut pas tout Elisa, je voulais savoir, tu as un fils de quel âge? J'ai un fils qui a 16 ans et demi. Ouais, et tu as parlé de sida, sexualité avec lui? Oui. J'ai toujours été ouverte au dialogue, en fait. Avec lui. Parce que moi-même, j'ai souffert d'un manque de dialogue avec mes propres parents. Voilà. Tout était un peu tabou et interdit. Et avec mon fils, j'ai préféré vraiment en discuter librement. Donc, et lui aussi, du coup, il répond librement. Oui, tout à fait. Et il fait venir tous ses potes et tu fais des leçons le soir. Des conférences. Non, mais je crois qu'on ne peut pas non plus démarrer ça tout d'un coup, un jour à 16 ans. C'est depuis petit. Voilà, c'est depuis tout petit, effectivement. Donc déjà, quand il prenait conscience de son propre corps, tout ça se construit au fur et à mesure des années. Voilà. Et cette idée de liberté est importante parce qu'effectivement, si un enfant se sent obligé de parler de ça, il va certainement se refuser. S'il sent au contraire qu'il a un père ou une mère ouvert et disponible à ces questions, il sera plus à même de poser librement ces questions. Tout à fait. Je pense que c'était le cas de mon fils. Il ne s'est pas senti obligé, il s'est senti plutôt dans le besoin, dans le souhait, dans le désir, puisque c'est lui qui... ensuite m'en a parlé finalement. Et il te dit tout? Il te dit vraiment s'il y a une petite copine en ce moment et tout? Oui, il m'en parle. Il faut laisser l'illusion. C'est une belle maman. Sa vie intime. Voilà, il faut laisser l'illusion aux parents que peut-être ils disent tout, mais on sait bien qu'ils ne vont pas tout dire. Et tant mieux, ils ont leur jardin secret et comme chacun. Ils ont plein de jardins secrets là-bas derrière. En revanche, effectivement, parce que j'en discute avec lui, je me rends compte que beaucoup de ses camarades, entre 16 et 18 ans, n'en parlent pas et qu'avec les parents, et aujourd'hui encore, ont des rapports sans... C'est peut-être pas obligé. C'est pas indispensable. Il Il y a des jeunes qui n'ont pas forcément envie de raconter leur vie à leurs parents. S'ils le vivent bien, s'ils savent que quand ils ont des difficultés, ils vont pouvoir poser la question à leurs parents, c'est ce qui est important. Raconter sa vie, c'est pas nécessaire. Non, mais après, le danger, c'est justement s'ils ont ces questions-là et qu'ils demandent la réponse aux mauvaises personnes et qu'ils vont les chercher sur n'importe quel site sur Internet. Là, il y a du danger, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est dramatique, c'est que ils tendent peut-être la main, ils ont des appels au secours, ils aimeraient bien en parler à quelqu'un, ils ont cette honte. Donc, notre rôle à nous, je pense, c'est d'éduquer, d'informer le plus de jeunes possible, que même entre eux, peut-être qu'ils en parlent et qu'ils s'entraident entre eux. S'il y en a un qui veut parler, d'autres sont plus au courant que d'autres.